Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur la réalisation d'un doublé achromatique. Alors, cette problématique, vous l'avez quand vous voulez obtenir des instruments optiques qui sont assez performants, voire très performants. En effet, lorsque vous prenez un verre quelconque avec lequel on va fabriquer des lentilles, il a toujours ce défaut, c'est que l'indice dépend un peu de la longueur d'onde. Ce qui fait que la radiation rouge et la radiation bleue ne sont pas déviées de la même façon. Et quand on met qu'une seule lentille, eh bien les rayons, alors qu'ils devraient converger au même endroit, former l'image au même endroit sur le capteur, eh ben, c'est un petit peu décalé. Et ce qui fait qu'on observe des irisations bleues ou rouges suivant la mise au point, ou pas d'irisation et une image qui s'est simplement dégradée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à avoir une image qui est nette. Donc et une solution pour corriger ce défaut, c'est de constituer en fait, en prenant deux verres différents, constituer une seule lentille en fait en accolant ces deux lentilles. Donc là vous avez un peu l'idée de comment c'est fait. Vous accolez les lentilles et en faisant cela avec deux verres différents, vous êtes capable de faire en sorte que le rayon, la radiation rouge et la radiation bleue ne soient déviés exactement de la même façon, et du coup ça corrige les aberrations chromatiques. Donc tous les instruments d'optique qui sont un petit peu performants, on va retrouver ce type de doublé à l'intérieur. Alors la correction elle n'est pas parfaite avec un doublé, donc on peut en faire encore plus compliqué, corriger pour un maximum, pour une plage de longueur d'onde la plus grande possible, corriger encore mieux qu'avec un doublé les aberrations chromatiques. Bon, nous on va s'arrêter là, juste deux lentilles, on va déjà voir que c'est pas mal. Alors la façon dont va se dérouler l'exercice, on va commencer par un dioptre, c'est-à-dire qu'on va prendre juste une surface de séparation entre de l'air et du verre, enfin entre un milieu et un deuxième milieu. Et une fois qu'on aura bien étudié ce truc-là, et bien finalement, ce doublé, c'est simplement de l'air vers 1, celui que j'ai représenté en bleu, ensuite un deuxième dioptre, pardon, du vers 1 au vers 2, celui que j'ai représenté en rouge, et ensuite de nouveau vers 2, vers l'air. Donc une fois qu'on aura compris comment marche un dioptre, après ça va être assez facile. Alors on va démarrer l'exercice. Le sujet, il y a un lien dans la description, donc si vous voulez avoir le sujet, mais vous pouvez suivre la vidéo sans l'aide du sujet, il n'y a pas de problème. Donc vous avez un dioptre, on va prendre un dioptre sphérique, c'est-à-dire que c'est une portion de sphère, donc on va dire que le centre de la sphère, il est là. Je vais me donner un axe optique. Alors pour un dioptre sphérique, on va dire que n'importe quel axe fait l'affaire, mais évidemment, quand je vais vraiment faire de ma lentille, il y aura un second dioptre qui va venir, et dans ce cas, l'axe optique il sera vraiment très clairement défini. On va dire que l'axe optique, je le prends comme ceci. On voit pas très bien. Voilà, donc vous avez le dioptre qui est là. Et ce dioptre sépare deux milieux, que je vais appeler le milieu 1 et le milieu 2. Donc ici on a l'indice N1 à gauche et ici l'indice N2 à droite. Donc de ce côté-ci, de ce côté-ci. Donc ça peut être de l'air, du verre, ou inversement du verre, de l'air. C'est N1 et N2. Donc la formule que je vais établir, du coup, elle marchera finalement pour tous les dioptres possibles. Je vais prendre un objet AB, je vais prendre un objet ponctuel, petit a, que je vais placer ici. Et je vais prendre un rayon qui va partir de A, et puis je vais regarder ce qu'il devient après le dioptre. Donc là, je suis en train de refaire le schéma qui est dans l'énoncé. Donc je prends un rayon qui part du point B. Donc on va dire comme ceci. Alors quand je prends le rayon, je le prends suffisamment proche de l'axe optique, donc pas très penché,
pour être dans les conditions de Gauss. Alors concrètement, on va voir ce que ça va être les conditions de Gauss, c'est quand on va confondre le sinus d'un angle avec l'angle lui-même. C'est ça concrètement ce que vont nous permettre les conditions de Gauss. Donc ce rayon, il faut imaginer qu'il est encore moins pentu que ça. Hein, donc là, je le représente comme ceci parce que sinon on ne voit strictement rien. Mais il faut imaginer que ce rayon, en fait, il arrive très près du sommet du dioptre. Donc le sommet, c'est ce point-là. Le point qui se trouve ici. Ce rayon, il va être réfracté. Donc je vais représenter la normale au dioptre. Évidemment, la normale au dioptre, comme c'est un dioptre sphérique, elle passe par le centre de la sphère. Et ce rayon est ensuite réfracté. Alors cet angle-là, on va tout de suite lui donner un nom, on l'appelle I1. Ce rayon, il est réfracté, donc je vais le représenter comme ceci. Et l'angle qui est ici, je l'appelle I2. Et l'image que j'obtiens, alors j'affirme que l'image, elle est forcément sur l'axe qui est là. C'est pour des raisons de symétrie. Vous imaginez, je prends le même rayon que là, mais symétrique. C'est-à-dire que je ne vais pas le représenter, mais vous l'imaginez, il ferait ceci, il va croiser exactement pour des raisons de symétrie l'axe en ce point. Donc je suis sûr et certain, puisque il va encore plus simple, je pouvais prendre le rayon qui est confondu avec l'axe. Et vous savez bien que l'image se trouve au croisement des rayons, et il suffit de 2 rayons, ça suffit pour savoir où est l'image. Donc l'image se trouve ici. Et si je prends une notation de l'énoncé, c'est pas A', c'est A2. Et ici, c'est 1. Donc tout ce qui est à gauche, c'est 1, tout ce qui est à droite, c'est 2. Donc oui, normalement, c'est bon. J'appelle ce point I, le point d'incidence. J'ai I1, I2. Et évidemment, dans ce schéma-là, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué de faire les calculs. Pourquoi? Parce que j'ai la courbure là en fait, si je fais vraiment les calculs, elle va m'embêter un petit peu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais travailler en fait dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire des rayons qui arrivent à proximité de l'axe optique et qui sont très peu penchés. Donc vous imaginez que je prends ce schéma et je tire dessus. Je les tire, je les tire, je les tire. Pas comme ça, hein, mais juste comme ça. Et bien quand je fais ça, et ce rayon-là, évidemment, je vais prendre un rayon qui est beaucoup plus proche de l'axe optique. Et quand je vais les tirer dans cette direction-là, dans le sens de la hauteur, cette portion-là va devenir bien verticale, donc perpendiculaire à l'axe qui est ici. Donc le point I et le point S seront à la même, on va dire, verticalement perpendiculaire à l'axe, on va dire. Et ça va simplifier le schéma. Et ça va me simplifier la vie ensuite pour les calculs. Pourquoi? Parce que ça va faire apparaître des triangles rectangles, et donc je vais pouvoir faire un peu de trigonométrie. Et ce que je fais là, c'est simplement utiliser les conditions de Gauss. Hein, il faut imaginer que tous les angles que vous voyez ici, I1, I2, que le rayon, en fait, en vrai, je ne le représente pas, mais si je devais le représenter, il faudrait que je représente un rayon qui arrive ici. Je ne l'ai pas fait pour des raisons évidentes de clarté du schéma. Donc je vais refaire le schéma, mais cette fois-ci en tenant compte des conditions de Gauss. Voilà, donc voici mon schéma. Alors quand vous le regardez, il y a quand même des trucs qui peuvent vous paraître bizarres. J'ai toujours un angle droit, ici, alors que quand on regarde le schéma, il est manifestement, c'est pas un angle droit. Donc c'est pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai étiré la figure dans le sens de la hauteur, et du coup on a des trucs un peu bizarres, mais au moins j'arrive à visualiser les angles. Et donc on vous pose une série de questions. Donc la première question, c'est d'appliquer la loi de Snell-Descartes au point I. Donc ça c'est très facile, puisque ça va donner N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et comme je suis dans les conditions de Gauss, ça c'est environ égal à I1, ça c'est environ égal à I2. Donc là j'ai appliqué la loi de Snell-Descartes. On va quand même l'écrire. Au point I. Et donc j'ai N1 I1 égale N2 I2. Le fait de pouvoir enlever les sinus,
Ça simplifie énormément les calculs, hein. Moi, je préfère une relation comme ça, que c'est plus facile à manier que ça. Ensuite, on vous demande d'écrire un certain nombre de relations. Donc là, je regarde le sujet. Trouver une relation entre les angles bêta, bêta prime, I1, I2. Donc évidemment, il faut que je place les angles bêta. Il est ici. L'angle bêta prime, il est, sauf erreur, ici. Et l'angle alpha, il est là. Et on vous demande une relation entre... si je lis la question, bêta, bêta prime, I1, I2. Bêta, bêta prime, I1, I2. Donc là, je vais utiliser... donc il y a différentes façons de faire. Je vais utiliser une méthode un peu originale, c'est-à-dire que je vais utiliser le stylo que je tiens en main. Et je vais simplement parcourir mon schéma. Et je vais, chaque fois que je tourne le stylo, je vais compter les angles, de combien je tourne. Évidemment, il faut que je me donne un sens positif. Allez, on va dire que je compte les angles positivement comme ça. Et donc, je pars d'ici. Hein, donc là, vous remarquez, le stylo est bien horizontal et dirigé vers la droite. Là, je l'ai tourné comme ceci, dans le sens positif. Donc, je l'ai tourné de bêta. Et du coup, j'ai besoin d'un autre stylo, donc c'est bêta. Ensuite, là je tourne dans le sens négatif. Hein, quand je fais de là à là, c'est moins I1. Ensuite, je me déplace suivant la normale. Comme je n'ai pas tourné le stylo, du coup, je ne rajoute rien. Et ensuite, je vais ici. Donc j'ai tourné de plus I2. Et ensuite, je tourne de plus bêta prime. Et regardez comment est le stylo à l'arrivée. Il est exactement dans la même position, enfin à une translation près, qu'au départ. Donc tout ça, ça fait 0. Donc cette méthode-là, elle est assez facile à expliquer. Donc je le refais rapidement. Bêta moins I1 plus I2 plus bêta prime égale à 0. Ce que j'aurais pu également faire, c'est éventuellement travailler dans des triangles et faire la somme des angles. Oh, quoique, bon, c'est tellement simple ce truc-là. Le défaut de cette méthode, c'est évidemment elle est un peu compliquée à rédiger sur une copie. C'est assez facile à expliquer comme ça, devant quelqu'un. C'est un peu comme une recette de cuisine ou un truc. Quand vous avez la personne à côté de vous, c'est assez facile, hein, vous lui montrez, c'est très facile. Et quand il s'agit de l'expliquer sur une copie ou par téléphone, ou par, alors là, ça devient très compliqué d'être clair. Donc c'est l'avantage et le défaut de cette méthode. Donc j'ai un premier résultat. On va je vais le mettre dans un coin. Donc c'est bêta moins I1 plus I2 et, plus bêta prime égale à 0. Et je garde aussi N1 I1 égale N2 I2. Voilà, je continue la résolution. Pour obtenir cette relation, on aurait pu écrire que la somme des angles dans le triangle A1, A2, I, ça fait pi, et donc ça fait bêta plus bêta prime, plus cet angle-là, c'est pi moins I1 plus I2, ça fait pi, et en fait, normalement, vous arrivez directement à ce résultat-là. Donc c'est aussi une bonne façon de montrer le résultat. On vous demande maintenant une relation entre alpha, bêta prime et I2. Donc alpha ici, bêta prime et I2. Donc là aussi on peut travailler dans le triangle qui est là. Je vais faire les deux, hein. Je vais faire la méthode avec le stylo et je vais également le rédiger avec la somme des angles dans un triangle qui fait pi. Je vais commencer ici. Alors, je commence ici. Moins bêta prime. Hein, je garde toujours la même convention d'orientation pour les angles. Donc, moins bêta prime. Donc, je fais ceci. Ensuite, je translate.
Ensuite, je fais moins I2. Donc, vous voyez que là, je tourne le stylo comme ça. Ensuite, je fais plus alpha. Ben, ça fait, je retrouve la même position, 0. Donc, je recommence. Moins bêta prime. Il faut toujours avoir un œil sur la rotation. Moins I2. Plus alpha. Hein. Vous voyez que cette fois-ci, le stylo, je tourne comme ça. Hein. Lorsque je passe de là à là, hein, c'est bien plus alpha. Et comme je retrouve la même position de départ, ça fait 0. J'ai déjà mon résultat. Et je peux le rédiger, on va dire, c'est assez compliqué à rédiger. Et je vais vous proposer une autre méthode, où là, par contre, je rédige correctement. Dans le triangle ICA2, la somme des angles fait pi, et donc on va avoir bêta prime plus I2, bêta prime plus I2, plus cet angle-là qui vaut pi moins alpha, plus pi moins alpha, ça fait pi. Évidemment, l'angle pi, il se simplifie, et normalement, bah, j'ai le même résultat. Hein. Bon, au signe près, mais j'ai le même résultat. Donc on a cette relation-là. Ensuite, on vous demande les questions 4, 5 et 6. C'est... je dis des bêtises. 4 et 5, c'est une relation où j'exprime bêta, alpha et bêta prime en fonction de cette longueur-là, et puis des longueurs SA1, SA2 et SC. Donc c'est vraiment très facile. Je peux le faire dans la foulée. Donc je peux écrire que tangente bêta, donc bêta, c'est environ égal bêta, c'est environ égal à tangente bêta. Bêta, c'est positif, donc il faut absolument que j'ai une grandeur positive. Hein, bêta, là, ici, c'est positif. Hein, donc, il faut que j'ai une grandeur qui soit positive. Je vais compter positivement comme ceci lorsque je compte suivant l'axe vertical, et je compte positivement lorsque je me déplace dans ce sens-là. Donc, c'est SI sur 1S. Donc ça, c'est important. Hein. Là, je travaille avec des valeurs algébriques. Et SI, c'est positif. 1S, c'est positif. Donc tout va bien. Ça, c'est la question 4 ou la question 5. Je le fais dans la foulée. Donc alpha, c'est environ égal à tangente alpha. Alpha, c'est positif également. Et c'est égal à SI sur SC. Donc c'est bien des grandeurs positives. Et enfin, bêta prime, c'est environ égal à tangente bêta prime. Et ça, c'est égal à SI, toujours des grandeurs positives, SI sur SA2. Voilà. Donc j'ai mes relations supplémentaires. Donc j'ai bêta prime plus I2, c'est égal à alpha. Et j'ai les trois relations avec bêta, alpha et bêta prime et les longueurs. Voilà, j'ai rappelé les équations que j'ai obtenues. Et l'idée, c'est de me débarrasser de bêta, bêta prime, alpha, I1, I2. Et aussi SI. En fait, ce que moi je voudrais garder, c'est ce truc-là et ce truc-là. Et tout le reste, en fait, ce serait bien que je m'en débarrasse. Donc, on va procéder un peu méthodiquement. Hein. Donc là, je suis en train de faire la question 6, hein, si vous regardez le sujet. Je vais me débarrasser je peux me débarrasser de I2. Donc, il faudra que je choisisse une équation et que je me débarrasse de I2. Une fois que je me suis débarrassé de I2, je me débarrasserai de I1. Et une fois que j'aurai fait ça, je me débarrasserai très rapidement avec ces équations-là
de bêta, bêta prime et de alpha. Donc, alors la façon dont je vais procéder, c'est pas forcément la meilleure. Disons que, allez, je vais me débarrasser de I2 avec cette équation-là. Donc ma façon de procéder est la suivante, hein. Quand je souligne une variable, ça veut dire que c'est cette variable-là dont il faut que je me débarrasse. Et ça veut dire que quand je vais réécrire l'ensemble du système d'équations, I2 ne doit plus du tout apparaître dans les équations. Ça, c'est important, hein. Quand je me débarrasse d'une variable, il faut que je m'en débarrasse vraiment. Elle ne doit plus du tout apparaître dans les équations. Et quand je souligne I2 ici, ça veut dire que j'utilise cette équation pour isoler I2. Donc I2, je vais dire que c'est alpha moins bêta prime. Ça veut dire que je vais reprendre toutes les équations et chaque fois que je verrai I2, eh ben, je remplacerai par alpha moins bêta prime. Alpha moins bêta prime. Cette équation, ce sera inutile de remplacer I2 parce que j'aurai une équation du type, après simplification, 0 égale 0. C'est pas faux, mais c'est un peu inutile. Et ainsi de suite. Donc ça donne ceci. Quand on se débarrasse de I2. Alors, je remplace, donc bêta moins I1. On a I2 qui vaut alpha moins bêta prime. Plus bêta prime. Ça fait 0. On voit qu'on a une simplification qui apparaît. Donc là, hop, le bêta prime, là, s'en va. N1, I1 égale N2, alpha moins bêta prime. Donc là, je réfléchis pas trop, en fait, quand j'applique une telle méthode. Je suis assez méthodique. Donc, hop, là, j'ai... Donc, bêta, ça vaut 1S ici. Bêta prime, ça vaut SI sur SA2. Et enfin, alpha, ça vaut SI sur SC. Et quand vous regardez ce système d'équations, I2 n'apparaît plus. Ben maintenant, je vais me débarrasser de I1. Ben je vais utiliser cette équation. Donc, je vais utiliser celle-là. Bon, j'ai hésité un petit peu, mais c'est pas du tout important en fait. C'est pas du tout important du moment que vous vous débarrassez de la variable, hein. Si je prends cette équation pour isoler I1 ou cette équation pour isoler I1, à la fin, ça revient au même résultat, hein. On se sera bien débarrassé de I1. Donc je vais, j'ai un petit peu de place, je pense, pour écrire le système suivant. Donc ici on a N1. I1, ça vaut quoi? Alors, que je dise pas de bêtises, I1, ça vaut bêta plus alpha. Égale N2 alpha moins bêta prime. Ensuite, j'ai bêta égale, donc évidemment, il y a un peu de recopie. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire des erreurs quand on recopie les équations, hein. C'est quand même assez vite fait d'en faire. Voilà, donc je suis arrivé à un système qui est ici. Vous remarquez que I1 a disparu et I2 a disparu, donc ça tombe bien. Je m'en suis débarrassé. Et ils n'apparaissent plus, donc tout va bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je peux faire tout d'un coup maintenant. Bêta, je vais le mettre ici, bêta prime ici, et alpha va se retrouver là et là. Et je vais voir que quand je fais ça, le SI va se simplifier, et j'aurai répondu à la question 6. Alors, je vais continuer le calcul. Donc cette fois-ci, je remplace bêta, bêta prime, donc je finis le calcul. Hop, N1. Alors, bêta, on avait dit que c'est ici, c'est SI sur 1S, plus alpha. Alpha, c'est SI sur SC. C'est égal à N2, SI. Moi, je prépare un petit peu le terrain.
C'est alpha moins bêta prime, donc c'est SI sur SC, et bêta prime, c'est SI sur SA2. Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur de recopie. Je vois que tous les termes en SI se simplifient. Donc je vais les enlever tout de suite. Tous ces termes-là, ils se simplifient. Et finalement, j'ai N1, pardon. J'ai tout de suite rassemblé les termes. On vous le demande sous quelle forme. C'est N1 sur 1S plus N2 sur SA2. Donc en même temps, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Et le terme en SC, je le passe de l'autre côté, donc ça fait N2 sur SC moins N1 sur SC. Vous voyez que 1 sur SC, je peux le mettre en facteur, donc ça fait N2 moins N1 sur SC. Je vérifie, c'est exactement ça qu'il fallait trouver. Donc tout va bien. Donc si on est un peu méthodique, ce genre de calculs se font très très bien. Si on est un petit peu méthodique, vous remarquez, j'ai dit telle variable disparaît, je m'en suis débarrassé, puis telle variable, et on avance tranquillement et on arrive au résultat. Donc dans la suite, du coup, j'ai la relation pour un seul dioptre. Si je connais la position de 1 à 1, par le calcul, connaissant N1, N2 et la position et SC, je suis capable de dire où se trouve le point A2. Donc du coup, je suis capable de traiter un dioptre. Et bien l'idée maintenant, c'est d'en rajouter un deuxième, puis on rajoutera un troisième dioptre. Et ça fera mon doublé qui, on l'espère, sera achromatique. Alors, je suis maintenant à la question 7 et je vais appliquer cette relation-là à 2 dioptres consécutivement. Voilà, donc on va maintenant rajouter un dioptre, donc un premier dioptre, un deuxième dioptre, et là vous avez la relation pour un seul dioptre. Donc la façon de poser le problème, c'est vous avez un objet A qui donne une image A', et quand on est par le dioptre 1, puis par le dioptre 2. Donc ce qu'on va faire, c'est décomposer, on va déjà regarder ce que ça donne par le dioptre 1, donc c'est une image intermédiaire, puis le dioptre 2, ça donne l'image finale A'. Et ça tombe bien puisque on a la relation pour un seul dioptre. Sauf que A1, c'est pas 1, c'est A. A2, c'est pas A2, c'est A intermédiaire. S, là, ça va, et C, ça va. Ça ne change pas les notations. Du coup, je vais appliquer cette relation-là pour le premier dioptre. Et ça me donne... Donc pour le premier dioptre, pour D1, ça donne... Alors l'indice de l'air, on va le prendre égal à 1. Donc ça fait 1 sur AS. Je regarde l'objet, ici c'est A, et dans les calculs d'avant, c'était 1. Donc ça donne ceci, donc je remplace A1 par A, plus l'indice du verre, ça s'appelle, on note petit n, sur S, c'est pas A2 mais c'est l'image intermédiaire. Donc là, il faut juste faire attention au niveau des notations. Ici, je pourrais le rajouter. C'est pour A1 vers A2, par le dioptre D. Et ça vaut N2 moins N1, donc ça fait N moins 1. Et je vais le noter SC. Ça, je laisse tel quel. Je fais la même chose pour le dioptre D2. Pour le dioptre D2, l'image intermédiaire qui était une image devient un objet. Vous regardez la position de l'intermédiaire, maintenant c'est un objet pour le dioptre D2. Donc avant, on regardait ici, et ça a donné cette relation-là. Et maintenant, je regarde ici,
Et ça va donner la relation que je vais créer dans un instant. Donc pour D2, alors l'indice de départ, c'est n, puisque cette fois-ci, je suis dans le vert. Sur l'objet, c'est intermédiaire. Et le sommet, c'est S'. Plus l'indice d'arrivée, c'est l'indice de l'air, donc c'est 1. Divisé par S' A'. Et ça vaut 1 moins n sur S', C'. Donc là, il faut faire attention avec les notations. Il faut juste faire attention avec les notations. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez dire que on remplace 1 par intermédiaire. On remplace A2 par A'. A2, c'est A'. On remplace S par S'. Et C par C'. C'est exactement ce que j'ai fait. Et on remplace N1, ça c'est important, par N. Et N2, comme c'est l'air, le milieu d'arrivée, c'est 1. Donc ça, c'est pour obtenir cette relation-là. Hein, donc, voilà, trouver un moyen pour ne pas vous tromper. Hein, ça peut être pas mal. Bon, faut prendre le temps de l'écrire, mais franchement, si vous l'écrivez, si vous prenez ce temps-là, vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous n'en ressentez pas le besoin, si vous êtes assez sûr de vous, vous l'écrivez directement. Donc cette partie-là est, on va dire, facultative. Ça peut vous aider si vous êtes un petit peu perdu. Voilà, donc là j'ai répondu aux questions 8 et 9. Et ce que je vais faire maintenant, c'est non, excusez-moi, j'ai répondu aux questions jusqu'à la question 8. Et la question 9, on va dire que S et S' sont très proches l'un de l'autre. Et on va dire qu'on va le confondre avec le centre de la lentille que je vais appeler O. Donc O, on va dire que je vais placer au centre. Ici, quand vous avez une lentille qui est vraiment pas épaisse, hein, qui fait quelques millimètres d'épaisseur, c'est une très bonne approximation. Hein. Si vous avez, vous voyez comment c'est fait une lentille, hein, c'est quand même, globalement c'est plat. Et dans ce cas, on parle de lentille mince. On peut confondre les sommets et le centre de la lentille. Donc si je fais cette approximation, hein, donc S, je vais dire que c'est S', je vais dire que c'est environ égal à O. Et si je fais la différence entre ces deux... la somme entre ces deux équations, ces deux termes, ils vont se simplifier. Pourquoi? Parce que là, c'est S A intermédiaire, et là, c'est A intermédiaire S', et comme S et S', je vais dire que c'est O, ça va simplifier. Donc ça donne ceci. Donc ça fait 1 sur AS plus N sur AS intermédiaire. J'aurais dû mettre O en fait. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Plus N sur A intermédiaire S', plus 1 sur S' A', ça fait N-1 SC plus 1 moins N S', C'. Donc ça donne cette équation-là. Et si je dis que, si j'utilise ça, eh ben je remarque que ces termes-là, ils se simplifient. Et je vais simplement réécrire le résultat en remplaçant S et S' par O. Et ce que je peux aussi mettre en facteur, c'est ici, c'est N-1 que je vais mettre en facteur. Du coup, il faudra juste que je change le signe. Donc il y a une petite manipulation à faire. Et donc ça va donner le résultat suivant. Voilà, donc en fait, la formule, elle est donnée dans l'énoncé. Donc je peux donner l'impression que j'ai juste recopié, mais c'est vraiment ce que j'ai écrit tout à l'heure en remplaçant S par O, S' par O. J'obtiens ceci, hein, avec une petite réécriture, je mets N-1 en facteur. Donc on arrive à ce résultat. Et ce truc-là, donc c'est la question, sauf erreur 10.
c'est 1 sur OF'. Donc OF', en fait, il suffit c'est l'inverse de ça. Voilà. Donc je vais l'écrire ici. Et OF', on appelle ça la distance focale. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de calculer la distance focale en fonction de l'indice et en fonction des rayons de courbure de chaque dioptre, qui sont respectivement ici et ici. Rayon de courbure au signe près. Hein. Donc ça, par exemple, OC, ça va être positif. OC', c'est négatif. Hein. L'axe est orienté. Donc si on fait le calcul, ça fait, sauf erreur, ça fait OC fois OC' sur n-1 fois OC' moins OC, donc c'est... Bon, je vais le laisser comme ça. Donc la distance focale, on peut la calculer grâce à ça. À la question suivante, on vous demande ce que ça donne quand l'indice varie avec la longueur d'onde. Donc on va regarder cette formule et je vais m'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on prend de la lumière blanche. On va voir que la convergence des rayons rouges et la convergence des rayons bleus se fait pas au même endroit, et c'est ça ce qu'on appelle l'aberration chromatique, et ça provoque, ça dégrade la qualité des images. Voilà, donc on peut quand même s'intéresser au signe de OF'. L'indice est toujours plus grand que 1, donc le n-1 c'est positif. Quand je regarde OC c'est positif, OC' c'est négatif. Ce qui fait que ça c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est négatif, donc OF' dans ce cas-là est positif. Ça tombe bien, c'est une anticonvergente, donc c'est effectivement ce qu'on attend. Ce que vous devez savoir, c'est que l'indice d'un matériau, quand on le trace en fonction de la longueur d'onde, dans le domaine visible, ça varie comme ceci. Hein, ça diminue avec la longueur d'onde. La radiation rouge, on va la trouver ici. Donc c'est 800 nanomètres, à peu près, dans le visible. Hein. Donc ça c'est l'indice rouge. Et l'indice pour la radiation bleue, c'est, on va dire, plutôt dans vers 400 nanomètres, à peu près. Hein. Et donc on a un indice qui est plus élevé. Comme l'indice est plus élevé, ça veut dire que la distance focale va être plus petite. Hein, si j'augmente n, comme et que c'est plus grand que 1, le n-1 il va devenir plus grand pour le bleu, et donc la distance focale va être plus petite. Ça veut dire que la radiation bleue, si je représente un rayon comme ça, j'exagère un petit peu, hein, mais on va dire qu'il fait ça. Et si je prends un rayon qui est de l'autre côté, on va dire que ça fait quelque chose comme ça. Et si je prends la radiation rouge, donc on va dire au départ tout ça c'est confondu, hein, donc ça fait une lumière en gros blanche. Et comme l'indice du rouge est plus petit, le n-1 il est plus petit, et donc le OF' est plus grand pour le rouge, et ce qui fait que les rayons ils font ça. Ils se croisent un petit peu plus loin. Et si je fais la même chose, donc ça fait des rayons. Ça c'est pour la radiation rouge. Et ce que j'ai tracé au début, c'est pour le bleu. Évidemment, quand vous êtes dans cette situation, c'est impossible d'avoir une image nette. Hein, ou qui sera à peu près nette, mais il y aura toujours des petits défauts. En effet, si je mets mon capteur ici, en fait, l'image, elle est nette dans le bleu, mais elle va être floue dans le rouge. Pourquoi? Parce que si je mets mon capteur ici, eh ben, la radiation rouge, ça va faire une tache. Alors après, on pourrait se dire, bah, je mets mon capteur là. Mais si je mets mon capteur ici, c'est le rouge qui sera net, mais le bleu, si je continue les rayons, bon, du coup, ça va gêner un petit peu.
Mais vous imaginez, là, les rayons continuent. Si je mets mon capteur ici, cette fois-ci, j'ai un point rouge net, mais l'image bleue, elle est floue, ça fait une tache. Après, je peux essayer de trouver un compromis, me mettre à peu près au milieu, pour, c'est jamais vraiment net, mais c'est pas complètement flou. Bon, évidemment, quand vous êtes dans cette situation, c'est très difficile d'obtenir des belles images. Hein. Donc ça, c'est typiquement des instruments d'optique qui sont pas terribles. Par exemple, ça se vend encore, les appareils photo jetables, hein, à usage unique. C'est-à-dire que vous faites une vingtaine de photos. Ça existe encore. Hein. Il n'y a qu'une seule lentille pour former les images. Et c'est vrai que la qualité des images n'est pas extraordinaire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter une autre lentille, comme je vous ai montré, le schéma que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc je vais rajouter une autre lentille, et la lentille que je rajoute, je vais quand même m'arranger pour que les deux dioptres intermédiaires ils soient vraiment l'un contre l'autre. Tellement l'un contre l'autre, en fait, on va pouvoir négliger l'épaisseur d'air entre les deux. Ce qui se fait, c'est qu'on peut les coller, en fait. On peut mettre une huile ou une colle qui fait la jonction, hein, donc qui chasse l'air, en fait, entre les dioptres, et qui rend le système, du coup, c'est comme si on n'avait que 3 dioptres. Un ici, un là, et puis un troisième dioptre. Et quand on fait ça, on va voir qu'on arrive à corriger l'aberration chromatique, que les rayons bleus et rouges, ils convergent bien au même endroit. Voilà, j'ai refait le schéma. Donc là, je suis à la question 13, sauf erreur. Oui, c'est ça. Je suis à la question 13. Donc cette fois-ci, j'ai 3 dioptres. Alors, pourquoi j'ai 3 dioptres ? Parce que je me suis arrangé pour que ici, les deux lentilles se collent parfaitement. C'est-à-dire que j'ai pris le même rayon de courbure, donc ça demande du soin en fait dans la fabrication pour que cette condition soit réalisée. Mais on va supposer que c'est le cas. Du coup, je n'ai que 3 dioptres de sommet S, S', bon, ici c'est S', et le dernier dioptre a comme sommet S seconde. Donc le centre C seconde, on va le mettre ici. S', donc C', le centre, c'est plutôt de ce côté-là. Et le centre pour le premier dioptre, il est là. Hein. Donc si vous regardez, hein, le premier dioptre, son centre est là. Le second dioptre, son centre est là. Et le troisième dioptre, qui est ici, son centre est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer 3 fois cette formule. Premier, deuxième et troisième dioptre. Donc vous avez ceci. Donc D1 plus D2 plus le troisième dioptre. Et ce que je vais faire, c'est décomposer. Alors les notations utilisées sont les suivantes dans l'énoncé. Hein. Les images intermédiaires, il y en a 2. Par le premier dioptre, par le deuxième, puis le troisième. Évidemment, ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer, c'est un petit peu plus lourd au niveau des calculs, hein, puisqu'il y a un dioptre de plus, évidemment. Mais on va dire que ça vaut vraiment le coup, parce que ce que vous allez obtenir, c'est quand même de bien meilleure qualité. Donc je vais appliquer pour le premier dioptre la relation, donc ça donne ceci. Donc on passe de N1, c'est l'air, donc c'est 1 sur AS plus N sur S1, c'est égal à N-1 sur SC pour D2. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est vous couper la vidéo et puis vous essayez de l'écrire vous, et puis après vous regardez ce que moi j'écris, en espérant que je ne fais pas d'erreur. Donc cette fois-ci, je m'intéresse au second dioptre, donc il faut bien A1 et A2, donc ça tombe bien, puisque les notations sont correctes. Au niveau de l'indice, il faut faire attention. Le premier vers, c'est le vers Crown, donc je vais mettre NC. Ça, c'est important. Et le deuxième vers, c'est du Flint, donc je vais le noter NF. Donc ça, il faut juste que je fasse attention à ça. Donc je passe du Crown au Flint, donc N1, c'est NC sur S'. Vous voyez, je fais déjà une petite erreur. Alors, ici, on a un S' moins NF sur S' A2
c'est égal à NF moins NC sur S', C'. Et enfin, pour D3, je passe du Flint à l'air. Donc N2, ça vaut 1. N1, c'est le Flint. Donc NF sur S seconde. Ici, c'est A2. Plus N1 sur S seconde A'. Donc c'est l'image finale, c'est A'. Égale N2, c'est 1 moins NF sur S seconde, C seconde. En espérant ne pas m'être trompé. Moi, je pense que c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais additionner les trois relations. Et ce que je vais constater, c'est que ça et ça va se simplifier. Ça et ça va se simplifier. Donc, il va me rester que ce terme-là et ce terme-là. Évidemment, ça, je ne l'ai pas précisé, mais ça se simplifie parce que je vais considérer que S' et S seconde sont quasiment confondus. Et je vais dire que c'est le point O qui va correspondre au centre en fait, de mon doublé. Et j'aurai la somme de ces trois termes-là de l'autre côté de l'égalité. Donc ça donne ceci. Donc là, j'utilise le fait que on va confondre tous les sommets et dire que c'est O. Et donc on a la relation suivante, 1 sur AO plus 1 sur OA'. Tous les autres termes se simplifient 2 à 2. Simplifie, donc du coup je ne détaille pas. Ça vaut NC moins 1 sur SC plus NF moins NC sur S', C', plus 1 moins NF sur S seconde. Et bah du coup, je ne vais pas mettre S', S' seconde. Je vais mettre le point O. Voilà, donc j'ai le résultat. Évidemment, le second membre est un petit peu... Alors, la première partie, c'est toujours la même, en fait. C'est 1 sur OA' moins 1 sur OA. Vous remarquez que quand j'inverse AO et que je le mets, ça devient moins OA. Ça n'a pas changé, cette partie-là. En revanche, le second terme, il est assez différent puisqu'il dépend des deux indices et des trois rayons de courbure. Donc si on regarde le sujet, normalement c'est bon. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé. NC-1 OC, normalement c'est bon. Et on vous donne les expressions on va remplacer les indices, d'après l'énoncé, là je suis en train de lire l'énoncé, en fonction de leur expression respective, en fonction de la longueur d'onde. Voilà, donc j'ai juste pris un petit peu de temps pour l'énoncer. D'après l'énoncé, on vous dit que NC, ça vaut, on introduit des constantes, A plus B fois lambda. Donc évidemment, cette relation, c'est une relation approchée. Et NF, on dit que c'est C plus D lambda. Donc je vais remplacer ce truc-là. Et l'idée, c'est que tout ça ne dépende plus de lambda. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ce terme-là, tout ce qui est constant, je vais le mettre d'un côté, c'est constant, très bien. Et tout ce qui est en facteur de lambda, je vais le mettre de l'autre côté, et il faut que ce soit, par contre, égal à 0. Il faut que ce soit lambda fois quelque chose qui soit le plus petit possible, voire nul. Et dans ce cas, comme ce second terme ne dépendra plus de lambda, et on aura une distance focale indépendante de la longueur d'onde. Donc, du coup, c'est un petit peu calculatoire, mais on va dire que ça se fait, c'est juste des calculs. Voilà, donc je vais faire les calculs. Donc tout ce terme-là, qui est le second membre de ma relation de conjugaison, j'appelle ça la vergence du doublé. Donc c'est NC-1 sur OC plus NF
moins NC sur OC' plus 1 moins NF sur OC seconde. Donc ça, c'est la vergence du doublé. C'est ça s'exprime en dioptrie et c'est ce que vous prescrit l'ophtalmo lorsque vous avez des lunettes. Hein, lorsque vous devez aller après chez l'opticien, vous fait faire des lunettes, sur l'ordonnance, il y a écrit la vergence des verres qu'il faut pour vos lunettes. Donc ce terme-là, je remplace par cette relation et cette relation-là, et ça donne. Donc du coup, je vais accélérer un petit peu dans les calculs. Tous les termes constants, ça va donner A sur OC plus NF moins NC, donc ça fait A moins C sur OC', plus 1 moins C sur OC seconde. Donc, tous les termes constants, en fait, je les ai regroupés directement. J'accélère un petit peu dans les calculs. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites pause dans la vidéo et vous les faites vous-même. Et puis vous constaterez que tous les termes constants, ils sont là. Plus, donc là, il faut que j'écrive ça sur deux lignes. Je vais mettre tous les termes qui dépendent de la longueur d'onde. Il y en a un qui va sortir ici, donc c'est B sur OC. Il y a ensuite ce terme-là qui va me donner petit d moins petit b sur OC'. Et vous avez ce terme-là, moins d sur OC seconde. Voilà. Donc ça, c'est la vergence. Et ce que je veux, c'est que la vergence ne dépende pas de la longueur d'onde. Alors, ce que je veux, c'est que cette dépendance disparaisse. Ça veut dire que c'est ce terme-là qui doit être égal, c'est le terme en facteur de lambda, qui doit être le plus petit possible. Idéalement, il doit être nul. Donc évidemment, si vous êtes un petit peu critique, vu que j'ai pris une expression approchée pour la dépendance de la longueur d'onde, de l'indice avec la longueur d'onde, parce que ça ne dépend pas linéairement, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein, ça ressemble plutôt à quelque chose comme une hyperbole. Donc je sais que quand j'écris cette condition, je ne vais avoir un doublé achromatique que sur une plage de longueur d'onde. Ce sera mieux qu'une simple lentille, mais ce ne sera pas non plus parfait, il y aura encore des défauts. Et si vous voulez encore faire mieux, il faut peut-être rajouter une troisième lentille. Et évidemment, là, nous, on ne va pas faire les calculs. Donc là, le critère, il est là. Si vous annulez ce terme-là, la vergence ne dépend plus de la longueur d'onde. Et donc normalement, en faisant cela, j'ai répondu à la question... Voilà, j'ai répondu à la question 17. Hein. Donc la question 17, le critère, c'est B sur OC plus D moins B sur OC', moins D sur OC seconde. Ça doit être égal à 0. Pour avoir un doublé achromatique. Et dans la dernière question, on vous demande, la question 18, il me semble, oui c'est la dernière, on vous demande de faire une application numérique. Alors on vous donne OC qui vaut 0,2 mètres, OC' qui vaut moins 0,2 mètres, OC seconde, il faut le choisir pour que ça fonctionne bien. Donc je vais mettre le résultat de l'application numérique, et puis ça achèvera cet exercice. Voilà, donc j'ai tous les ingrédients. Donc ça, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. OC, ça vaut 0,2 mètres. OC', c'est moins 0,2 mètres. On cherche OC seconde. Et j'ai ici l'indice du Krone et l'indice du Flynn. Ça vaut à peu près ceci pour une gamme de longueur d'onde, on va dire, en espérant la plus étendue possible. Notez la précision de la mesure. Hein. On donne, ici, vous avez au moins 4 chiffres significatifs. Ici, vous en avez 5. Donc, c'est vraiment... voilà, ça, c'est typique de l'optique. Hein. On cherche la précision. Quand on fait le calcul, on isole OC seconde. Hein, donc, l'idée, c'est si vous deviez concevoir un doublé, il faut faire ce calcul-là pour savoir comment je choisis les rayons de courbure. Alors, on va dire que j'en ai choisi 2.
et comment va être le troisième pour que ça fonctionne. Au C seconde, ça vaut D sur... Alors je vais pas essayer de simplifier spécialement. Voilà, et ensuite je fais l'application numérique, tout en mètres, hein, évidemment, et je trouve au C seconde égale, sauf erreur, moins 1,21 mètres. Alors est-ce que c'est au C seconde, du coup, si c'est moins 1,21 mètres, en fait la courbure elle serait comme ceci. Et le C seconde, il serait par là. Il serait, si je devais le représenter à l'échelle, en fait, je ne pourrais même pas, puisque le tableau, il n'est pas assez grand. Bon, peu importe les valeurs, finalement, hein, c'est pas très important. L'idée, c'est que, avec un doublé comme ceci, avec deux verres différents, ça c'est très important, il faut que les verres soient différents. Hein, on voit quand même qu'il y en a un qui est le Flint, notamment, qui a une dépendance avec la longueur d'onde qui est beaucoup plus forte que le Crown. Et quand on les agence astucieusement, en fait, on arrive à corriger en partie des aberrations chromatiques. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les instruments d'optique qui sont, on va dire, un petit peu performants. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.